Je suis très heureux de me trouver en présence de tous mes amis du mémorial et que je remercie de nous accueillir ce soir. Et je tiens à saluer tout particulièrement tout d'abord mon complice Alexandre, et puis aussi mon collègue qui a servi plus d'une fois de maître. Et je salue donc et Monsieur Séblin, qui a joué un grand rôle dans mon parcours d'historien, et éventuellement, s'il est présent, notre préfacier, Serge Klarsfeld. Et je voudrais vous expliquer rapidement, ou vous raconter rapidement comment s'est introduite dans mon esprit l'idée de ce projet, l'idée d'un projet ni héros ni salaud. La première étape, ça s'est passé en plusieurs étapes. La première étape, c'est en 1963. À l'époque, j'étais enseignant à Strasbourg et animateur communautaire, et je n'envisageais pas du tout de faire des recherches historiques et de m'introduire dans la recherche sur la résistance, en particulier la résistance juive. Mais en 1963 a paru le premier livre de pensée juive d'un philosophe que j'avais lu à plusieurs reprises et entendu dans des périodiques et aussi entendu à la radio. Il s'agit de Emmanuel Levinas, et le livre en question, c'est Difficile liberté. Et dans ce livre, dans une brève introduction, je lis une phrase qui s'est imprimée en quelque sorte en moi. Et j'ouvre cette citation. « L'expérience hitlérienne a été pour bien des Juifs le contact fraternel des personnes chrétiennes qui leur ont apporté tout leur cœur, c'est-à-dire ont risqué tout pour eux. » Fin de citation. Et là, je souligne que ce qu'a écrit la Lévinas ne concerne pas une institution chrétienne, mais des personnes. Il le dit bien, contact fraternel des personnes. Ceci se passait avant la conclusion du Concile de Vatican II, avant les interventions de plusieurs des papes qui ont suivi et qui ont développé et complété et perfectionné la réconciliation en quelque sorte de l'Église et des Juifs. La deuxième étape a été lorsque apparut le dictionnaire des juges de France. Ce dictionnaire qui s'occupe des justes des nations, j'y ai écrit une introduction, et les derniers mots de cette introduction concernent évidemment, c'est évident pour moi, évidemment le projet de parler du sauvetage, non seulement par les justes des nations, mais par ceux des Français qui ont participé de manière différente. Et enfin, la troisième étape s'est produite lors de la première réunion d'historiens réalisée par la Fondation de la mémoire de la Shoah aux Archives de France. Mais ceci est raconté dans le livre. Et je crois que je peux mieux faire que de vous proposer la lecture de deux textes extraits du livre. Et dans l'introduction, je lis qu'il est insensé d'oublier qu'à travers les tragédies sans précédent de la Seconde Guerre mondiale, la France n'a pas écrit une page de gloire. Il n'en reste pas moins que le Français et la Française qui vont leur petit bonhomme de chemin
ont alors démontré qu'ils sont détenteurs d'un pouvoir d'une puissante envergure qui défie le pouvoir des autorités officielles. Car le pouvoir de soustraire des victimes humaines à la volonté et à l'arsenal d'un régime criminel était une chose inédite. En sont-ils conscients aujourd'hui? Nous n'en sommes pas sûrs, nous, les deux auteurs de ces pages. Et c'est pourquoi nous les avons écrites. Et un peu plus loin, je vous soumets cette réflexion qui sera ma conclusion aussi. Pourquoi nous sommes-nous acharnés, Alexandre et moi, à tenter d'esquisser un portrait de monsieur et madame Tout-le-Monde français sous l'occupation? Les historiens n'ont-ils pas amplement accompli leur devoir en écrivant tout ce qui a été pensé et réalisé par les dirigeants et les subalternes, civils et militaires, ainsi que par leurs victimes, passives ou clandestines? En fin de compte, monsieur Tout-le-Monde a franchi cet atroce cauchemar de l'histoire mondiale sans y prendre part, ou à peine. C'est précisément cette affirmation à laquelle notre recherche règle son compte. Entreprendre l'étude du thème du sauvetage dans les crises majeures de l'histoire où sévit maintenant la violence assassine, c'est affronter des composantes qui ne sont pas quantifiables. Parmi elles, les options éthiques de l'être humain à l'heure de l'épreuve critique. Nous voilà plongés dans un domaine qui se dérobe à l'analyse scientifique, mais où chacune des personnes de la société civile est impliquée. Potentiellement, le sauveur, c'est chacun d'entre nous, c'est vous, auditeurs et auditrices. J'ai écrit lecteur et lectrice, mais ici, je le modifie, vous l'avez entendu. C'est donc chacun d'entre vous, auditeurs et auditrices, et c'est moi. La réciproque est vraie, elle aussi. Le bourreau, l'assassin et son complice, potentiellement, c'est moi, et c'est chacun d'entre nous. Et c'est, je pense, ce qui souligne ce qu'est devenu, depuis la Shoah, la responsabilité de chaque personne du monde civil et dotée d'un pouvoir que lui a révélé ce qu'ont fait les monsieur et madame Tout-le-Monde français pendant l'occupation.